Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les concepts théoriques des itérateurs Python sous la perspective de la programmation orientée objet. Dans cette vidéo, nous appliquons les concepts théoriques déjà développés en utilisant la programmation orientée objet pour illustrer les concepts mathématiques de suite numérique arithmétique à l'aide des itérateurs. Et nous vous rappelons que vous pouvez trouver le code original dans le livre Data Structures and Algorithms in Python de Michael Goodrich du département d'informatique de l'Université de Californie en Irvine. Voilà, nous avons fini d'implémenter notre classe de base. Maintenant, on va passer à la première classe dérivée, c'est-à-dire notre suite arithmétique. On va construire une classe dérivée basée sur la classe générique. Et pour cela, il faut d'abord aller sur notre terminal. Il suffit maintenant d'appeler notre fichier avec nano. Je tape nano et puis aujourd'hui je vais ajouter une chose supplémentaire par rapport à ce que nous avons fait la fois passée. Là, je vais ajouter le flag "-l". Vous allez voir pourquoi on fait "-l" ici et puis vous donnez le nom de votre fichier. Notre fichier s'appelle num. Je ne tape que le début et puis je tape sur tab pour l'autocompletion. C'est ça en fait l'efficacité et l'efficience en fait du terminal. J'ai pas besoin de tout taper. Il suffit de taper en fait le début de mon fichier et puis quand j'appuie sur la touche tab, automatiquement mon terminal va compléter et proposer en fait des fichiers. Et ici, puisque j'ai un seul fichier, donc automatiquement le nom est complété. Voilà, parfait. Ici, on va ajouter le flag "-l". Pourquoi? Parce que on veut ajouter en même temps les numéros de ligne dans notre code. Cela peut faciliter, par exemple, la navigation dans notre code. Voilà, là, je fais entrer. Et vous voyez très bien que maintenant, que si vous regardez la marge ici à gauche, j'ai tous les numéros de ligne. Maintenant, je vais appuyer sur Page Down pour défiler une page. Et puis là, ça me permet de voir à quelle ligne je dois commencer en fait ma nouvelle classe. Là, vous voyez par exemple ici que ça c'était en fait le TOC, Table of Content. Normalement, notre classe pour la suite arithmétique doit commencer au niveau de la ligne numéro 22. Donc, je peux automatiquement naviguer à ce niveau-là sans pour autant défiler ligne par ligne. Ok. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je voulais afficher ligne pour savoir à quel niveau je dois me placer pour écrire mon code. Et si vous avez la version, par exemple, Windows de Nano, il suffit tout simplement de taper en même temps sur les touches CTRL et puis /. Donc, si vous faites CTRL et /, donc vous voyez automatiquement ici, Nano me demande interline number and column number. Nano me demande à quel niveau je veux me mettre. Ici, il suffit de taper par exemple 22 et puis je fais entrer et automatiquement vous voyez qu'en fait que mon curseur est au niveau de la ligne 22. Vous voyez, donc si vous savez comment utiliser Nano, vous pouvez facilement travailler et naviguer de façon intelligente. Très bien, une fois que je suis là maintenant, je peux commencer maintenant à écrire le code de la suite arithmétique qui sera basée sur, bien sûr, la suite générique. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous le savez, il faut faire classe, le mot-clé classe pour dire qu'en fait, je suis en train de définir en fait une nouvelle classe. On va l'appeler tout simplement arithsec pour arithmetic sequence. Et puis maintenant, une fois que nous avons cela, il faut se demander ici, bon, là j'ai fini le nom. Maintenant, je reviens à l'intérieur des parenthèses. Est-ce que cette classe-là hérite de la classe de base? Bien sûr, cette classe-là hérite de la classe générique, n'est-ce pas?
Donc, il faudra mettre ici gen sequence pour dire qu'en fait maintenant ici nous avons une nouvelle classe qui s'appelle array sequence pour arithmetic sequence et qui va hériter de la classe de base que nous appelons gen_sec. Je pense que ça, on l'avait déjà fait la fois passée. Effectivement, c'était cette classe-là, n'est-ce pas? Donc, on est là. Maintenant, une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, vous l'avez deviné, j'espère. Il faut commencer d'abord par définir en fait le constructeur de cette classe-là. Le constructeur doit avoir comme nom, comme toujours, init, n'est-ce pas? Et puis, je vais ajouter les deux tirets, et puis là, c'est bon. Maintenant, il faut ici réfléchir un peu. Quels sont les paramètres du constructeur ici? Évidemment, le premier paramètre, nous le savons, c'est self. Est-ce que nous avons besoin d'autre chose? Bien sûr, nous avons besoin du début de la séquence. Évidemment, est-ce que nous avons besoin d'un autre paramètre? Oui. Normalement, nous avons besoin aussi de la raison, ou bien ce qu'on appelle la différence commune. Parce que si vous avez une suite arithmétique, vous avez le premier terme, ici que nous appelons start, et il faut aussi avoir la raison. Mais ici, nous allons appeler cela diff pour faire référence à la notion de différence commune. Maintenant, attention, on va aussi ajouter des paramètres par défaut. Donc, notre suite arithmétique par défaut va commencer par 0. Donc, si on ne donne pas de façon explicite le premier terme sera 0. Comme ce que nous avions fait pour la classe de base. Je pense que pour la classe de base, vous voyez, on avait dit que si on ne donne rien, on commence par 0. Et on fait la même chose pour la classe dérivée, donc pour la suite arithmétique. Maintenant, pour la différence commune, attention ici, là aussi, on va donner une valeur par défaut et on va dire qu'en fait la valeur par défaut sera égale à 1. Si on ne donne rien, donc on va progresser par unité, mais on peut changer cette valeur-là. On peut progresser par 2, par 4, par 5, par 6, par n'importe quelle valeur entière, en fait, de toutes les façons. Et même si on veut, on peut progresser par un nombre réel, racine de 2, par exemple. Hein? On peut, n'est-ce pas? Voilà, maintenant je vais entrer dans le corps de mon constructeur. Quand je suis dans mon constructeur, maintenant ici on va réfléchir comment on doit utiliser self, start et puis diff. Réfléchissons un peu. Ce qui est sûr, on doit initialiser d'abord la valeur de départ. Maintenant, ici, si on applique la notion d'héritage, comment doit-on initialiser le premier terme? Est-ce qu'on doit initialiser le premier terme en écrivant tout le code? Ou bien est-ce qu'on doit utiliser la notion d'héritage et laisser le parent initialiser en fait la valeur de départ? Le parent a une valeur de départ, n'est-ce pas? Bon, on va revoir cela. Donc, on avait vu, par exemple, que le parent a bien une valeur de départ ici. Donc, je pense qu'il serait plus intéressant d'utiliser en fait le constructeur du parent. Et pour cela, nous avons déjà vu cela. Il suffit de faire SUPPER pour dire qu'en fait le parent va se charger en fait de l'initialisation du premier terme. Là, on met un point et puis on met init. Après, on ajoute les tirets, on met cela
Et qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Évidemment, on doit mettre ici star. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Ici, c'est la classe de base qui s'occupe de l'initialisation, en fait, du début de la séquence. Ceci fait référence aux parents. On prend le constructeur du parent pour initialiser, en fait, le premier terme. Parce que nous avons déjà écrit tout le code qu'il faut pour initialiser le premier terme. Et je pense que vous pouvez encore le voir. Ici, c'était en fait cette ligne-là. Donc, on n'a pas besoin de tout réécrire. On fait une délégation. On dit aux parents, voilà, pour le premier terme, chargez-vous de l'initialisation. Voilà, maintenant, ici, puisque en fait cette classe dérivée-là a une propriété supplémentaire, par exemple, sur la séquence générique, la différence était forcément égale à 1. La différence n'était pas un paramètre. Donc maintenant ici, il faut ajouter en fait ce paramètre-là dans la classe dérivée. Pour cela, il faut faire self, tirer, et on va l'appeler tout simplement diff, qui est la différence commune. C'est la propriété, et on va dire que c'est égal à quoi? Ce n'est rien d'autre qu'égal à l'argument donné lors de la création de l'objet. Self diff, c'est la propriété, et diff qui est là, ce n'est rien d'autre que la valeur qui est donnée ici. Si on ne donne rien, ce sera égal à 1 forcément, mais si on donne une valeur différente, donc par exemple si on donne 4, la raison ou bien la différence commune sera égale à 4. Et on a fini avec le constructeur en fait de la classe arithmétique. Maintenant, il va aussi falloir surcharger la façon d'avancer. Donc, on va redéfinir pour cette classe-là la fonction advance. Donc, ici, advance, on va le surcharger ou bien la redéfinir, si vous voulez. Donc, ceci, c'est ceci. Et puis là, je vais entrer à l'intérieur. Si on retourne sur la séquence générique, on avait def advance. Donc ici, on avançait tout simplement par quoi? Par unité. Parce que c'était les entiers naturels et par défaut, la différence commune ou bien la raison, c'est égal à 1. Maintenant, on a une suite arithmétique quelconque. La différence n'est pas forcément égale à 1, n'est-ce pas? Ou bien la raison arithmétique n'est pas forcément égale à 1. C'est la raison pour laquelle nous devons réécrire cette méthode. Ici, comment on va avancer? Donc ici, on va faire self dot current. Donc la valeur courante doit être égale à la valeur courante plus, il faut écrire self et puis quoi? Point underscore diff. Je pense que vous avez compris ce que nous avons fait ici. Donc pour avancer, on prend la valeur courante et on lui ajoute la raison. La valeur courante doit être égale à la valeur courante plus la raison arithmétique, ou bien ce qu'on appelle la différence commune. Comme vous le voyez, pour la séquence générique, on mettait ici directement 1. Je pense que vous l'avez vu. On mettait directement 1 parce que, bon, pour les nombres entiers naturels, la raison, c'est forcément 1. La différence commune, 1 moins 0, c'est 1, 2 moins 1, c'est etc. Maintenant, le pas n'est pas forcément égal à 1. Parce que le pas, maintenant, c'est un paramètre. Bon, par défaut, c'est égal à 1. Mais on peut changer cela pendant la construction de l'objet. Ici, il faut ajouter non pas 1 maintenant, mais
le pas qui a été défini lors de la création de l'objet. Je pense que vous avez compris ce que nous avons fait ici et c'est la raison pour laquelle il fallait réécrire la méthode advance. Et je pense que c'est tout. Une fois que nous réécrivons advance, ici, si on regarde par exemple dans la séquence générique, on avait aussi la méthode next et on avait la méthode iter. Mais nous n'avons pas besoin maintenant de redéfinir iter parce que iter sera automatiquement hérité par la classe phi et on n'a pas besoin de réécrire iter parce que iter ne fait que retourner self. Le code reste pareil et ce code-là sera automatiquement hérité par la séquence arithmétique. Maintenant, regardons next. Est-ce qu'il faut aussi surcharger ou bien réécrire next? On n'a pas besoin de réécrire next aussi. Parce que, regardons ce que next fait. Ça, c'était le moyen de tester est-ce que c'est la fin de l'itérateur. Si c'est pas la fin, qu'est-ce qu'on faisait? On gardait la valeur courante, on avançait. Maintenant, attention. Cette façon d'avancer là, c'est la façon de la séquence générique. Mais puisqu'on a surchargé maintenant la façon d'avancer pour la séquence arithmétique, donc la classe phi va utiliser sa propre méthode advance pour avancer. Donc nous n'avons pas besoin et puis retourner ici la valeur qui a été sauvegardée. Donc vous voyez que, et si c'est la fin, on ne fait rien d'autre qu'en fait dire que c'est la fin de l'itérateur et puis soulever une exception, stop iteration, ici. Donc, vous voyez que ici, le code de next que nous avions écrit pour GenSec est aussi valable pour la suite arithmétique. Donc, on n'a pas besoin de réécrire cela parce qu'il n'y a aucun changement dans la logique. Bien sûr, il y a des changements dans le mécanisme de comment on doit avancer parce que ça, c'est la raison pour laquelle nous avons réécrit cette méthode-là. Mais vous voyez que ici, nous avons réécrit init pour la séquence arithmétique. Je pense que vous le voyez. Ici, parce qu'on va emprunter en fait la méthode init du parent pour initialiser le début. Mais puisque le parent n'avait pas de façon explicite cette différence commune-là, maintenant il faut que la classe phi se charge de ce travail-là. Pour la méthode advance, il fallait réécrire ça parce que le parent et la fille, oui, le parent ou bien la classe mère et la classe fille n'avancent pas de la même façon. OK? Mais pour le reste, pour next et pour iter, c'est la même chose. Donc, on ne réécrit pas cela. Et c'est ça une des forces de la programmation orientée objet. On ne modifie que ce qui doit être modifié. Le reste est hérité et marche comme cela se doit pour la classe phi. Donc, vous voyez très bien que pour la classe phi, nous n'avions besoin de réécrire que le constructeur et la façon d'avancer. Et c'est tout. Maintenant, avant de passer à la classe géométrique, nous allons aussi écrire en fait les lignes de code qui nous permettent de tester est-ce que le code pour la classe arithmétique marche ou pas. Ici, on va ajouter un affichage. Ici, on va ajouter quoi? Arithmétique. Sequence. Donc, je vais l'écrire comme ceci. Right? Et puis, avec un pas, par exemple, de 5. Donc, on va faire array, sec, voilà. Et puis, ici, il va falloir passer quoi? Diff equal to 5. Ça, c'est la différence commune. Vous avez bien vu que, en fait, nous n'avons pas donné start. Donc, start sera égal à quoi? 0.
on va commencer par 0 forcément. Mais on va donner un diff qui est égal à combien? Qui est égal à 5. Donc, la raison de notre suite arithmétique sera de 5. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire print next. Et puis, on va passer le paramètre grand N. Là aussi, vous avez bien vu que nous n'avons pas besoin de réécrire la méthode print next. Parce que cette méthode-là existait déjà dans la classe mère et nous n'avons pas besoin de changer en fait sa logique. Donc, automatiquement, la classe phi, donc la classe dérivée arithSequence ou bien arithMeseQuence va hériter de GenSec ou bien la séquence générique, l'implémentation print next. On va aussi faire quoi? Ici, on va ajouter un autre test, print. On va toujours tester arithmetic sequence with. On va commencer à 2 et on va ajouter un pas de 5. OK, we start equal to what? And diff equal to 5. Bon, là, je vais agrandir mon écran un peu. Voilà, parfait, c'est bon. Ici, par défaut, on va commencer par combien? Pour le premier test, ici. 0, parfait. Et puis, ici, on va commencer de façon explicite avec 2. Et on va donner des différences de 5. On va garder la même différence, mais on va commencer par 2. Donc, ce sera 2, 7, ainsi de suite. 12, etc. Voilà. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir notre séquence. Donc, ici, attention, on va mettre start equal to 2. Donc, on commence à 2. Donc, ça, c'est le début. Et puis, il faut aussi qu'on ait une différence commune qui est égale à combien? 5. Et une fois qu'on a défini l'objet, maintenant, on peut appeler la méthode print next. Et puis, on va passer n, n'est-ce pas? Et je pense que là, on a 2 tests qui nous permettent de tester en fait la logique de notre suite arithmétique. Il va falloir maintenant sauvegarder en fait notre fichier. Et pour cela, je vais faire CTRL-O. Voilà, et puis je vais faire Entrée. Là, vous voyez qu'en fait, il y a 46 lignes en fait qui sont écrites dans mon fichier et c'est cela. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait CTRL-Tab pour aller sur l'autre terminal qui est ouvert. Si vous voulez maintenant, je vais... Ça, c'était en fait l'ancien test pour la séquence générique. Je vais effacer mon écran. Bon, je pense que CLS doit marcher, mais aussi, puisque je suis avec le PowerShell, je vais tester est-ce que Clear va marcher. Et ça marche, voilà. Voilà, je suis ici sur mon terminal, maintenant à l'endroit qu'il faut. Et bon, maintenant, je peux juste en fait réexécuter encore le nouveau code pour voir est-ce que mes tests successifs vont marcher. N'oubliez pas, on avait déjà un test pour la séquence générique. On a écrit 2 nouveaux tests pour la séquence arithmétique dérivée. Maintenant, le code va exécuter encore tous les tests pour voir s'il n'y a pas de régression dans l'ancien code et aussi pour tester est-ce que le nouveau code marche. Donc là, puisque j'avais déjà exécuté dans mon terminal, il suffit d'appuyer sur la touche Up, Up, et là, vous voyez que en fait, ça m'évite de taper tout encore, mais je défile avec la flèche du haut
pour revenir sur en fait la ligne de commande qui me permettait d'exécuter mon fichier. Et c'est ça en fait l'avantage de travailler avec le terminal. On peut avoir en fait un historique de ce qu'on avait déjà fait. Là, je vais appuyer sur Entrée. Et voilà que en fait, on voit nettement que en fait notre code a marché sans erreur. Déjà, ça c'est la séquence naturelle ou bien générique. On avait 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc, les 10 premiers termes. Et ici, c'est la classe que nous venons de créer ou bien d'implémenter pour la séquence avec une différence de 5 ou bien avec une raison de 5, une séquence arithmétique bien sûr. Ici, vous voyez qu'on n'avait pas donné le premier terme. Par défaut, le premier terme sera égal à 0. Et vous voyez très bien qu'ici, on avance par 5. Donc 0, 5, 10, 15 et normalement, on doit avoir 10 termes. Vous pouvez compter et vous verrez que normalement, vous aurez les 10 premiers termes qui sont là. Le grand N est égal à 10. Là, si on donne maintenant notre start ou bien notre premier terme, la séquence va commencer par 2, on le voit nettement ici, et la différence reste la même, c'est une différence de 5. 2 plus 5 égale à 7, 7 plus 5 égale à 12. Là aussi, on a les 10 premiers termes, et là, nous venons de finir l'implémentation en fait de la séquence arithmétique. Voilà, qui montre, par exemple, comment on peut ici utiliser deux concepts théoriques en Python, aussi bien la notion de programmation orientée objet avec le concept d'héritage, et on peut coupler cela avec la notion d'itération ou bien d'itérateur pour implémenter une séquence générique de base et à partir de cette séquence générique de base-là, construire une suite arithmétique. On va aussi démontrer comment on peut utiliser la même séquence de base pour construire une suite géométrique et comment construire en fait des séquences de Fibonacci. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo avec la séquence arithmétique. Dans les prochaines, nous implémenterons deux autres classes dérivées pour illustrer les concepts mathématiques de suite géométrique et de Fibonacci à l'aide des itérateurs. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'aimer les vidéos pour soutenir la chaîne. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite.